Nous sommes en mai 1785. Ok, je n'étais pas vraiment là à l'époque. Quelle belle journée! Le soleil brille, les fleurs s'ouvrent à la vie, les oiseaux chantent et l'air est frais. Des gens heureux passent devant ta maison. Un ami te salue et te propose de partir à la pêche. Tu acceptes et vas chercher ta canne à pêche. Vous traversez une forêt luxuriante et une large clairière, puis vous montez en haut d'une colline. De là, tu peux admirer un tableau qui ressemble au paradis. Tu regardes les eaux à perte de vue et l'océan Pacifique, tandis que de l'autre côté, tu aperçois la côte lointaine du Japon. Après avoir profité de cette sublime vision, tu descends un chemin étroit jusqu'au rivage. Tu détaches ton bateau du quai et tu observes le ciel. Il n'y a pas de nuages, on ne sent pas un souffle de vent. L'eau de l'océan est limpide et calme. La pêche va être excellente. Mais alors que tu pousses le bateau loin du rivage, tu perçois soudain un silence étrange et total. C'est comme si le monde entier s'était figé, dans l'attente de quelque chose. Ce silence est uniquement rompu par les cris stridents des oiseaux. Tu regardes à nouveau le ciel et tu en vois des milliers qui s'envolent pour quitter l'île. Tu échanges des regards inquiets avec tes amis, puis tu entends un bruit très fort. Il ne vient pas d'en haut, ni de la mer, ni de l'île elle-même. Il vient d'en bas. Immédiatement après, tu ressens une secousse. Les cailloux se mettent à trembler. La secousse suivante te fait tomber. Un rugissement assourdissant vient du sous-sol. Le ciel devient gris, non pas à cause des nuages, mais à cause de la cendre. Le volcan s'est réveillé. C'est ce jour-là, en 1785, que la petite ville d'Aogashima a connu sa dernière éruption volcanique. Oui, l'endroit a été construit sur un volcan actif dans l'océan près du Japon. Aujourd'hui, en 2020, des gens y vivent toujours. L'île ressemble toujours à un paradis. On peut s'y rendre en hélicoptère et en ferry et elle attire beaucoup de touristes. Personne n'en a la certitude, mais il semblerait que les premières installations humaines soient apparues sur cette île volcanique au début du XVIIe siècle. Le sol au-dessus du volcan est riche en nutriments, ce qui en fait un endroit idéal pour l'agriculture et la pêche. Grâce au volcan, il y a aussi des sources d'eau chaude. Les gens peuvent faire cuire leurs aliments sur des grilles spéciales ventilées qui laissent échapper de la vapeur chaude. L'île n'est pas très grande, mais ses habitants préfèrent se déplacer en voiture à cause des fortes pluies et du vent. Mais le volcan, lui, est toujours actif et personne ne sait exactement quand il se réveillera à nouveau. Les services météorologiques suivent l'activité sismique et des plans existent pour évacuer la ville en cas de problème. Nous nous trouvons maintenant non loin de là, sur la grande île japonaise de Shikoku. Il est temps d'explorer le petit village de Nagoro. Viens. En s'approchant de l'endroit, tout semble assez ordinaire. Petite maison, magasin, bibliothèque, gens assis sur des bancs, mais on a tout de même l'impression que quelque chose cloche ici. Tu décides d'aller dans un magasin pour acheter de la nourriture. Tu sors de la voiture et tu vois au loin des silhouettes de personnes. Tu leur fais signe et leur dis bonjour, mais ils ne répondent pas. Ils restent là et te fixent sans même bouger. Tu as la chair de poule et tu te dis que tu vas partir d'ici le plus vite possible. Tu entres dans le magasin et tu vois de grandes poupées humaines qui te fixent de derrière le comptoir. Elles ont du tissu blanc à la place de la peau et des boutons noirs à la place des yeux. Ok, presque tous les habitants de ce village sont des poupées. Des gens ordinaires vivent également ici, mais ils sont loin d'être aussi nombreux. Tout a commencé quand une femme du coin est revenue un jour au village et a réalisé qu'il n'y avait plus que très peu de résidents. Autrefois, environ 300 personnes vivaient à Nagoro. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une quarantaine d'individus. Pour augmenter la taille de la population, elle a décidé de créer de nouvelles personnes en utilisant du fil et une aiguille. Chaque année, le nombre de poupées ne cesse d'augmenter. Elles sont assises sur les pupitres des écoles, sur les porches des maisons et dans la bibliothèque locale. Et on peut même les voir pêcher sur les ponts. J'aimerais bien voir la réaction de tous ceux qui visitent cet endroit sans en avoir jamais entendu parler. Bizarre comme idée, non ? Nous quittons le Japon maintenant et nous allons en Europe, en Autriche, dans le village de Hallstatt. Cet endroit ressemble à un conte de fées. Des rues mignonnes, une belle architecture, des petites maisons avec des petits toits parfaits et une tour blanche magnifique. On y trouve de beaux souvenirs, de jolis cafés et des gens heureux. Mais on ne peut pas rester ici longtemps, on a d'autres endroits à visiter. Nous quittons l'Autriche et allons en Chine. Ici, nous prenons une voiture et nous nous rendons dans une petite ville étonnante. Cet endroit ressemble à un conte de fées. Des rues mignonnes, une belle architecture, des petites maisons avec des petits toits parfaits et une tour blanche magnifique. On y trouve de beaux souvenirs, de jolis cafés et des gens heureux. Si jamais tu te rends un jour à Hallstatt, tu t'en souviendras pour toujours. Attends une minute. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi sommes-nous de retour en Autriche ? Nous étions en Chine il y a un instant. Mais non, ce n'est pas une erreur. Tu viens de visiter deux villes identiques construites dans deux pays différents. En Chine, le Hallstatt autrichien a été copié maison par maison et construit exactement à l'identique. Pour se rendre compte de la vraie différence, il faut se rendre dans les deux lieux, vraiment. Notre prochain arrêt sera aux États-Unis, dans la petite ville de Centralia en Pennsylvanie. Cet endroit semble sans vie.
Des arbres dénudés, pas de végétation, pas d'animaux, pas de gens. Tous les bâtiments et les maisons sont vides. Mais contrairement à d'autres villes abandonnées dans le monde, celle-ci a quelque chose de spécial. Presque toutes les routes ici sont défoncées et jonchées de cailloux, et une épaisse fumée s'échappe de dessous. Oui, cette ville brûle depuis plus de 50 ans. Centralia était autrefois une ville minière. Il y avait des magasins et des cafés et les gens étaient heureux d'y vivre. Les mines produisaient du charbon. L'une d'entre elles a été abandonnée et les habitants ont commencé à l'utiliser comme décharge. En 1962, le conseil municipal a décidé de se débarrasser des ordures en les brûlant. Mais le plan a mal tourné. Dès que les ordures ont pris feu, les flammes se sont répandues dans la vieille mine. Le travail s'est arrêté dans toutes les autres mines à cause des niveaux élevés de dioxyde de carbone. Les habitants n'ont pas pu arrêter le feu et il s'est rapidement propagé sous toute la ville. Les routes ont commencé à chauffer, le sol n'était plus fertile et les rues se sont lentement remplies de fumée. Les autorités ont décidé d'évacuer tous les habitants de la ville. Centralia s'est vidée de toute vie en 1992. Partons maintenant vers le nord, vers la ville de Whittier en Alaska. La seule entrée et sortie de cet endroit se fait par un long tunnel. Dès que tu le traverses, tu te retrouves dans une toute petite ville. Il fait très froid ici, avec des vents forts et beaucoup de neige. Pas étonnant qu'il n'y ait personne dans les rues. Tous les bâtiments semblent vides sauf un énorme immeuble de 14 étages. Nous entrons à l'intérieur et bienvenue à Whittier. Oui, presque tous les résidents ici, soit environ 220 personnes, vivent dans un seul immeuble. Il y a des magasins, un poste de police, une bibliothèque et un café. Beaucoup de gens rêvent probablement de quelque chose comme ça. Tu te réveilles, tu descends quelques étages et hop, tu es déjà au bureau. Nous sommes maintenant à Scottsboro en Alabama. Cet endroit semble tout à fait normal. Les magasins habituels, les maisons, les cafés, les hôtels, les rues bien propres et beaucoup de touristes. Mais qu'est-ce qui les attire dans cet endroit ? Même si tu ne connais rien de la ville, tu remarques que beaucoup de gens se dirigent tous dans la même direction. On les suit et on se retrouve dans un énorme supermarché. On y trouve des vêtements, des sacs, des jouets, des souvenirs, des bijoux, des appareils électroménagers, des gadgets et des téléphones. Il y a plus d'1 million d'articles en vente ici et tous sont beaucoup moins chers qu'ailleurs. C'est parce que nous sommes dans un magasin qui vend les bagages perdus du monde entier. La ville de Scottsboro est parfois appelée le centre des bagages non réclamés. Les compagnies aériennes font tout ce qu'elles peuvent pour nous rendre nos bagages perdus. Mais si 90 jours s'écoulent et que le propriétaire n'est pas retrouvé, le bagage devient la propriété de la compagnie aérienne. Scottsboro est le plus grand acheteur de bagages non réclamés au monde. En 1970, un entrepreneur a trouvé des bagages oubliés à un arrêt de bus et a décidé de les vendre. Il a plus tard l'idée d'ouvrir un magasin pour les objets perdus. L'idée a évolué et a fait de Scottsboro un endroit où l'on peut trouver à peu près tout ce qui a été perdu dans un aéroport. C'est fou, non ? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.